Alors bonjour tout le monde, que tout le monde m'entend bien. Alors je vais essayer de faire pas trop long non plus parce que je pourrais en parler pendant une journée entière. Et je vais peut-être commencer en fait sur le sujet On est prêt pour aussi rebondir par rapport à ce qui était dit ce matin. Alors le double thème de la journée, c'est évidemment l'urgence environnementale mais aussi l'urgence démocratique et les prises de conscience du fait que évidemment ces deux urgences sont totalement liées comme celle aussi de l'urgence sociale. On est prêt donc pour rappeler ce que c'est donc une association, un mouvement qui a été créé en 2018 pour répondre en fait aux politiques qui disaient que qui utilisaient comme excuse pour ne pas agir que les Français, les Françaises n'étaient pas prêts à justement changer et à adopter le changement de logiciel et de paradigme dont on a besoin pour faire face à l'urgence. Et donc c'est un mouvement qui s'est créé en essayant de changer en fait les messagers, les porteurs du message, parce que pour le moment c'était plutôt les scientifiques qui parlaient d'urgence environnementale et de se dire comment est-ce qu'on peut aller toucher d'autres publics et notamment la jeunesse en ayant d'autres personnes qui portent ces messages-là et donc qui sont allés chercher essentiellement des acteurs et des youtubeurs et youtubeuses pour porter ce message et ont lancé une campagne donc en novembre 2018 avec un certain nombre de défis pour permettre aux personnes d'agir à leur échelle face à l'urgence environnementale. Donc les défis allaient de arrêter de manger de la viande pendant une semaine à arrêter de prendre l'avion, à s'acheter une gourde. Enfin voilà, c'est ce qu'on appelle un peu communément les petits gestes. Aujourd'hui, on est prêt à évoluer et l'idée, c'est évidemment de montrer à travers ces possibilités de faire des choses à son échelle que finalement, c'est une dimension systémique qu'on doit questionner, qu'on doit prendre en considération en permanence. Et donc le dernier défi en fait de cette grande campagne de On est prêt, c'était de signer la pétition L'affaire du siècle. Donc j'imagine que vous en avez entendu parler. C'est une pétition qui a été signée par plus de 2 millions de personnes et qui attaquait l'État français en justice pour inaction climatique. Et c'est On est prêt aussi qui avait réalisé donc la fameuse vidéo avec toutes ces stars qui appelaient à signer. Et donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles la plupart de ces personnes-là ont signé, c'est parce qu'il y avait des sortes de tiers de confiance, ces personnalités qui reconnaissaient, qui les engageaient, qui les poussaient à s'engager. Tout ça, ça part aussi d'un constat qui est que en fait, l'information est encore très peu existante sur les sujets environnementaux et l'urgence environnementale n'occupe pas du tout la place qu'elle devrait occuper au sein de l'information. Simplement pour le rappeler, par exemple, il y a Reporters d'Espoir qui a sorti une étude en juillet 2020. La part des sujets consacrés au climat, tous médias confondus, c'est 1%. Sur certains journaux télévisés, ça peut passer à 2%, et dans la presse régionale, c'est 5%. Donc vous voyez qu'on est encore assez loin du compte. Donc l'idée, c'est de ce mouvement-là, et moi du travail en tout cas que j'essaie de faire en tant que journaliste depuis un moment, c'est d'être relais et porteur d'informations et de faire aussi un pari sur l'intelligence. Et là où il y a un enjeu qui est double et qui est assez compliqué, c'est qu'on doit à la fois faire réaliser l'urgence, et l'urgence qui est vertigineuse. Il y a une phrase que j'aime bien d'un climatologue qui s'appelle Robert Votard qui dit qu'en fait finalement la priorité numéro 1 aujourd'hui, c'est d'éviter l'ingérable et de gérer l'inévitable. Et quand on est face à ça, il y a quand même quelque chose d'assez vertigineux, comme je le disais, donc d'où la nécessité de donner des moyens d'action et de le faire aussi dans quelque chose de joyeux, même si la situation n'est pas joyeuse, mais de montrer qu'en fait ce nouveau projet de société, ce défi qu'on a, c'est un défi qui est aussi très très intéressant, parce qu'on est amené à déconstruire ce qu'on nous a appris pour construire complètement autre chose, et donc en fait c'est ce qu'on essaie de faire avec On est prêt, en essayant à la fois donc de mettre en avant toutes les initiatives qui existent et qui peuvent en fait être adaptées à différents types de personnalités, parce que certaines personnes vont plus se reconnaître dans des modes d'action type désobéissance civile dont parlera Maxime tout à l'heure avec Extinction Rebellion, d'autres plus dans du plaidoyer politique et d'autres peut-être plus dans des gestes qui sont accessibles à son échelle. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir donner, en fait qu'il n'y ait pas de jugement et que toutes les formes de militantisme on soit plutôt dans un et qu'un ou, et que en fait tout est compatible et que chacun fait ce qu'il peut faire à son échelle. Évidemment l'idée c'est d'être le plus ambitieux possible, mais d'être aussi réaliste par rapport aux personnes face auxquelles on se trouve. Et donc
à travers tous les contenus qui sont créés, l'idée c'est vraiment de faire un peu le deuil de l'ancien monde et de créer ensemble ce nouveau monde. Ça peut prendre plein de formes différentes. On est prêt à notamment aussi participer à toutes les actions de plaidoyer qui ont permis la création de la Convention citoyenne pour le climat, qui a été permise grâce au mouvement des Gilets jaunes et grâce au collectif Gilets citoyens qui a poussé en fait à la mise en place de cette convention. Et ensuite, donc moi, la place que j'ai prise chez On est prêt, j'étais rédactrice en chef du projet pour couvrir cette convention citoyenne pour le climat. Parce qu'on l'a bien vu au début, cette convention a souffert d'un énorme déficit d'attention médiatique. La plupart des Français n'étaient absolument pas au courant que cette convention avait lieu. Et donc de aussi ce qu'elle pouvait porter comme solution en fait face à justement l'urgence environnementale et l'urgence démocratique, et cette nécessité de raconter ce qui s'y passait, de raconter ce que vivaient les citoyens, la façon dont ils étaient formés pour pouvoir comprendre en à peine quelques semaines des sujets absolument gigantesques, et pouvoir en fait justement débattre de façon sereine en ayant des points de vue contradictoires, etc. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment d'essayer d'avoir à la fin de chaque week-end un petit récapitulé, par exemple, voilà les personnes qui avaient pas du tout suivi le week-end parce que tout était retransmis en live, mais évidemment il y a quand même très peu de gens qui allaient regarder tout un samedi et un dimanche des séances de live ininterrompues. Même les citoyens à la fin étaient quand même un peu fatigués. Donc l'idée c'était à chaque fois d'avoir des reportages de 10-15 minutes qui récapitulaient ce qui s'était passé pendant ce week-end-là et de vraiment suivre ces débats. L'objectif est, je ne peux pas dire qu'on l'a atteint parce que même si on est prêt, on a plus de 300 000 personnes sur les réseaux sociaux, on est 47 millions de Français. L'objectif, c'était vraiment de faire en sorte en fait, que les citoyens montent en compétence en même temps que les citoyens tirés au sort et que donc du coup à la fin, les mesures qui seraient proposées soient comprises du grand public. On en a parlé ce matin, il y a une nécessité aujourd'hui d'assainir le débat public français et d'avoir un vrai débat public de qualité pour être dans une démocratie de qualité et pour prendre les bonnes décisions. Malheureusement, c'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc on a essayé de faire ça aussi. Après, il y a toute une autre dimension de On est prêt qui est plus autour des imaginaires. Je pense qu'il y a toute une question aujourd'hui sur le fait que, on a bien compris qu'on devait faire le deuil de l'ancien monde, sauf qu'on n'a pas arrêté de parler pendant le confinement du monde d'après. Personne n'est vraiment capable d'expliquer ce à quoi va ressembler ce fameux monde d'après. Et malheureusement, on est bien plus fort à imaginer notre propre perte qu'à imaginer des futurs souhaitables. Donc en fait, on est biberonné à des films de science-fiction catastrophistes qui nous donnent absolument aucune envie d'être en 2050. Et peut-être que, en tout cas, même si 2050 ce sera certainement, on ne peut pas imaginer que tous nos problèmes seront réglés en 2050. Et François Gémen l'a dit ce matin, on sera dans une situation clairement compliquée et plus compliquée qu'aujourd'hui. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que, en fait, on s'adapte à ça et comment est-ce qu'on crée un futur qui nous donne quand même un tant soit peu envie et qui ne soit pas Blade Runner, même si cette semaine on a vu beaucoup de comparaisons avec justement San Francisco. Et donc pour ça, ce qu'il faut, c'est aller chercher les acteurs culturels. Donc aller chercher ces gens-là qui en fait n'y connaissent pas grand-chose à l'urgence climatique, qui pour certains n'en ont pas forcément grand-chose à faire, et d'essayer de les convaincre en fait d'intégrer cette dimension-là dans leurs œuvres et donc de parler justement de déplacés environnementaux quand ils font un film, de parler de résilience alimentaire, de parler en fait de tous ces sujets qui vont faire demain et d'essayer de le faire en étant informés. Donc en 2019, il y a eu une tribune qui a été qu'on a initiée à Cannes, qui avait été écrite par Cyril Dion, qui s'appelle Résister, c'est créer, et qui était sortie symboliquement en fait le 17 mai, qui était en fait en petit clin d'œil au Conseil national de la résistance qui s'était réuni à ce moment-là. Et donc l'idée, c'était parler de résistance et de création, et donc de commencer à créer des collaborations entre des climatologues, des experts et des créateurs de contenu pour faire en sorte de créer ces contenus-là ambitieux.
Ça, c'est une des choses sur lesquelles on travaille, notamment sur les nouveaux imaginaires, et on travaille aussi avec l'Institut des futurs souhaitables pour commencer à réfléchir à de la prospective. On l'a fait avec... Ah non, Maxime, tu n'étais pas là sur cette partie-là. On l'a fait au Festival Agir pour le Vivant, par exemple. On a demandé à tous les intervenants de se projeter en 2030 et de nous raconter des souvenirs du futur. Enfin, voilà, c'est des petites choses comme ça pour essayer aussi de débloquer les imaginaires et en clin d'œil au milieu de l'art, en essayant d'embarquer absolument tout le monde. Il y a une autre dimension qui est peut-être plus dans l'action, qui est celle aussi de créer des événements et de faire en sorte de faire du plaidoyer sur vraiment fondamentalement politique. Donc d'appeler par exemple, interpeller son député, son maire, quand on a envie qu'il soit à la hauteur de l'urgence environnementale, mais aussi en allant plus loin, c'est-à-dire sur le modèle de la Convention citoyenne pour le climat, pousser vraiment à ce que se développent des conventions citoyennes au niveau local. Et ça, c'est un projet justement qu'on avait avec Maxime, mais qui malheureusement, à cause du coronavirus, n'a pu aboutir, qui était en fait de faire un tour de France pour essayer d'expliquer l'urgence environnementale et démocratique, ce qu'était la Convention et en quoi elle serait d'autant plus pertinente au niveau local, et ce serait intéressant de mettre en place des conventions citoyennes au niveau local. Là, c'est quelque chose qui est quand même en bonne voie, et ça, je pense que Aurore en parlera tout à l'heure, donc je ne vais pas spoiler, mais il y a un certain nombre de régions, de territoires qui réfléchissent sérieusement à mettre ça en place, et récemment on a fait cet exercice à Arles, et les élus du Pays d'Arles sont très intéressés. Pour boucler sur cette question des récits, on en parlait ce matin, notamment sur la jeunesse. L'idée aussi qu'on a, c'est d'essayer de toucher, donc, comme je disais, un maximum de personnes possibles, et d'essayer de sortir au maximum de nos bulles. Le problème, c'est que quand on est dans des milieux militants, et que ce soit sur l'écologie, la démocratie, on a un peu l'impression que le combat est gagné parce qu'on n'est qu'avec des gens qui pensent comme nous. Et malheureusement, nos réseaux sociaux ressemblent énormément à ça, puisqu'il y a quelque chose qui s'appelle les bulles de filtre, les algorithmes, qui font que nous voyons que des contenus que nous avons envie de voir, sauf qu'au bout d'un moment, notre vision du monde s'en trouve changée. Donc, finalement, cette volonté d'aller chercher des personnes connues, qui parfois en fait ne sont pas du tout connues pour parler d'urgence environnementale, c'est aussi d'aller chercher à chaque fois un public différent et d'amorcer quelque chose chez cette personne qui elle-même va commencer à questionner son rapport au vivant, son rapport à la planète, et potentiellement aussi peut-être faire plus de contenus qui sont liés à cette urgence-là, et non pas simplement sur une campagne pour faire joli dans les médias, parce que maintenant c'est vrai qu'il y a aussi un greenwashing qui est de plus en plus important. Donc sur cette question des récits, je pense que voilà, il y a quelque chose il y a un énorme enjeu à donner à voir en fait le monde pour lequel on a envie de se battre, et qui pour le moment est encore un peu flou, et ça peut se faire à travers la création, mais ça peut se faire aussi à travers justement le fait de lutter contre le sentiment d'impuissance, contre lequel on se bat, je pense toutes et tous aujourd'hui quand on est engagé sur ces sujets-là. Pour recouper rapidement sur donc, les enjeux démocratiques, c'est donc dans cette dimension systémique, moi ce qui m'est apparu, c'est la nécessité de questionner les règles du jeu. Et en fait, questionner les règles du jeu, ça peut se faire sur justement le traitement médiatique, mais ça peut se faire sur la création, mais ça peut se faire sur les règles du jeu démocratique. Et il y a une règle du jeu démocratique qu'on remet peu en question, c'est celle de nos modes de scrutin. Alors ça peut paraître une question aride, qui n'est pas très sexy comme ça au premier abord, mais qui est essentielle parce qu'elle détermine tout. Et en fait, au détour d'un reportage, moi j'ai rencontré en fait, j'ai découvert un nouveau mode de scrutin qui s'appelle le jugement majoritaire, qui a été créé, en fait, qui a été pensé en 2006 par deux chercheurs au CNRS qui s'appellent Michel Balinski et Rida Laraki. Et l'idée de ce mode de scrutin, pour faire très rapidement, c'est en fait de changer totalement la philosophie du vote et de sortir de sa logique binaire. Donc en fait, plutôt que de voter pour une option ou un candidat ou une candidate, on va évaluer l'intégralité des candidatures à l'aide de mentions. Donc à rejeter, insuffisant, assez bien, bien, passable, très bien, excellent. Et donc la candidature qui sera choisie n'est pas celle qui a le plus grand nombre de voix, comme c'est le cas aujourd'hui, mais celle qui aura la meilleure mention majoritaire.
L'idée derrière ça, c'est d'offrir une plus grande liberté d'expression aux électeurs et aux électrices, parce que aujourd'hui, en fait, on ne sait pas ce qu'il y a derrière un vote, et souvent, il peut y avoir justement du dépit, du vote utile. Donc c'est aussi de pouvoir avoir une vraie photographie de l'opinion, en fait, sur une élection donnée, que ce soit d'ailleurs à l'échelle d'une élection, par exemple, pour choisir une tête de liste pour les municipales. Il y a à peu près un quart des listes citoyennes qui ont utilisé ce mode de scrutin pour déterminer leur tête de liste, que ce soit aussi sur des référendums au niveau local, donc des référendums à choix multiples au jugement majoritaire qui permettent de construire des politiques publiques qui sont bien plus en accord avec l'opinion publique. Et donc, avec Mieux voter, l'idée c'est on milite pour ce mode de scrutin depuis maintenant plus de 2 ans et demi. Et en fait, notre objectif est d'essayer de faire en sorte que ce mode de scrutin soit adopté le plus largement possible, donc, parce qu'il y a un enjeu d'éducation populaire. Et donc, si on commence à voter au jugement majoritaire, ou en tout cas avec des modes de scrutin alternatifs dès l'école, en fait, on a un rapport à la démocratie, au pouvoir, au débat, parce que changer le mode de scrutin change aussi la façon de débattre, parce qu'on n'est plus en train de se battre pour un certain nombre de voix. Je pense fondamentalement que ça peut changer la façon dont on conçoit la démocratie aujourd'hui, et ça fait partie en fait de toute cette dimension systémique que de ce système général de rapport au pouvoir, de rapport au vivant, de rapport à l'autre qu'on doit remettre en question aujourd'hui. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression que j'ai trop parlé. Je ne veux pas prendre trop de temps à mes camarades.